Une bombe financière a commencé à exploser à Washington. Mais cette fois, le déclencheur n'est pas un test de missile dans le Pacifique ou une cyberattaque contre des infrastructures critiques. Ce n'est pas les suspects habituels, des jeux de guerre ou de l'espionnage. Non, le danger est bien plus silencieux, bien plus dangereux. Il se trouve sur le marché obligataire. En seulement 72 heures, les rendements des bons du Trésor n'ont pas seulement grimpé, ils ont bondi au-delà de 4,5%, traversant les marchés comme une explosion silencieuse. Les acheteurs mondiaux, piliers de longue date de la stabilité de la dette américaine, n'ont tout simplement pas répondu présent. La participation étrangère lors des dernières enchères a chuté de manière spectaculaire. Les bureaux de trading, de Wall Street à Singapour, se sont illuminés de rouge. Les traders murmuraient un mot, contagion. Puis, sans avertissement, sans annonce, sans explication, la Maison-Blanche a abandonné les tarifs chinois, autrefois un pilier de la politique commerciale américaine. Pas de conférence de presse, pas de discussion bilatérale, juste un retour silencieux enterré dans les petits caractères d'un communiqué de l'Office du représentant commercial des États-Unis. Des catégories entières, comme les produits électroniques, la machinerie industrielle et les composants de véhicules électriques, ont été exemptés de tarifs du jour au lendemain. Aux yeux du public, cela a été présenté comme un soulagement de l'inflation. Mais dans les coulisses du pouvoir, c'était le signe de la panique. Car l'administration ne réagissait pas seulement au mouvement du marché, elle répondait à une menace. Pas une menace militaire, une menace monétaire. Selon des sources proches de la situation, Pékin avait commencé à préparer quelque chose de bien plus dangereux que des sanctions ou des tarifs de rétorsion, une vente massive de bons du Trésor américain. Pour comprendre à quel point cela est sérieux, il suffit de considérer l'effet de levier. En mars, la Chine détenait 775 milliards de dollars de dette américaine, déjà en baisse de plus de 30% par rapport à son pic de 2018. Mais Pékin n'a pas besoin de tout vendre pour secouer le système. Il lui suffit de signaler qu'il pourrait le faire. Comme l'a dit le stratégiste de Barclays, Ajay Rajadiaka, l'arme n'est pas la vente, c'est la menace. Et en ce moment, le doigt est sur la gâchette. Ce n'était pas simplement une correction de marché. C'était un tir d'avertissement coordonné, une réévaluation financière mondiale, et les États-Unis ont cédé. Dans les coulisses, le désespoir était évident. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, dans une rare violation du protocole, aurait convoqué un appel d'urgence direct avec des responsables diplomatiques chinois, à quelques heures du retrait des tarifs. Coïncidence, peu probable. Selon Phoebe White de JP Morgan, l'administration n'a pas seulement perdu le contrôle du narratif obligataire, elle l'a abandonné entièrement. Ce que les marchés ont vu, ce n'était pas une stratégie, c'était une capitulation. Mais même alors que Washington se précipitait, la Chine n'était pas le seul acteur à déplacer les pièces du jeu. Le Japon a été le premier à agir. En février 2025 seulement, Tokyo a vendu 36,6 milliards de dollars de bons du Trésor américain, la plus grande vente mensuelle en plus de 10 ans. Il ne s'agissait pas de géopolitique, mais de préservation de soi. La Banque du Japon venait d'abandonner sa politique de contrôle de la courbe des rendements, provoquant une volatilité sur les marchés de la dette domestique. Les institutions japonaises, cherchant à stabiliser leur propre situation et à défendre un yen de plus en plus faible, ont vendu des actifs américains en masse. Cela a envoyé des ondes de choc à travers les finances mondiales. Car si le Japon, l'allié économique le plus proche de l'Amérique, se retirait, qu'est-ce qui empêcherait la Chine de faire de même? Si les alliés se retiraient, que devrait-on comprendre du silence de Pékin? En mars, les avoirs chinois étaient passés sous les 800 milliards de dollars pour la première fois en des années. Ce chiffre seul était alarmant, mais le fait encore plus terrifiant, c'est qu'ils n'avaient même pas commencé à vendre. Le message était clair, ils pouvaient le faire à tout moment, et cela suffisait à ébranler la confiance des marchés. Pendant ce temps, le rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui est la pierre angulaire des finances mondiales, s'approchait dangereusement des 5%. Il a brièvement touché 4,96% le 27 mars. Ce point décimal a déclenché une cascade, les taux hypothécaires ont dépassé les 7,8%, gelant le marché immobilier, les écarts de dette des entreprises se sont élargis de 52 points de base en une seule séance de trading, les banques régionales, déjà vacillantes, ont vu leurs actions plonger de 6,2% du jour au lendemain. Selon Goldman Sachs, l'indice des conditions financières n'avait pas connu une telle flambée du stress depuis la mini-crise bancaire de 2023. Mais le problème n'est pas seulement la nervosité des investisseurs, c'est les mathématiques.
Les États-Unis portent désormais plus de 36,2 trillions de dollars de dette fédérale. À ces taux, chaque point de pourcentage de rendement ajoute 346 milliards de dollars de paiement d'intérêts annuels. C'est plus que les budgets de plusieurs départements fédéraux réunis. Le Bureau du budget du Congrès prévoit désormais que les paiements d'intérêts sur la dette dépasseront les dépenses totales en défense d'ici la mi-2025. Rien qu'au premier trimestre, les États-Unis ont dépensé 273 milliards de dollars pour le service de la dette, plus que ce qu'ils ont dépensé pour Medicaid. Et la Fed, paralysée et acculée, a averti dans ses notes internes, qui ne devaient pas être rendues publiques, que si les rendements dépassent les 5%, la Fed pourrait être contrainte d'intervenir en dehors de son programme habituel. Cela signifie des achats d'urgence, des injections de liquidités, un territoire inexploré. Mais l'intervention a un prix. Le bilan de la Fed est déjà gonflé à 7,4 trillions de dollars. Et pour la première fois, il commence à saigner. Au premier trimestre, la Banque centrale a enregistré une perte opérationnelle de 142 milliards de dollars, car les intérêts qu'elle paie sur les réserves et les opérations de rachat dépassent désormais ses revenus d'actifs. Ce n'est plus de la politique monétaire, c'est de la gestion de crise. Steven Rattner n'a pas mâché ses mots 5h05 lors d'une interview avec Bloomberg. Il a déclaré « La Fed soutient maintenant à la fois le système bancaire et le gouvernement américain. Ce n'est pas de la politique monétaire, c'est de la triage. Et les marchés sentent le sang. Car la vraie question n'est pas de savoir si la Fed peut agir, mais si les marchés lui feront confiance lorsqu'elle agira. La confiance est une monnaie et Washington en manque. Le capital n'attend pas la permission. Il cherche la sécurité, et c'est déjà le cas. Au premier trimestre 2025, les flux entrants dans les obligations allemandes ont explosé à 76 milliards, soit une augmentation de 41% par rapport à l'année précédente. Pas parce qu'elles offraient de meilleurs rendements, mais parce qu'elles offraient quelque chose que les bons du Trésor ne pouvaient plus offrir, la crédibilité. Tandis que l'Amérique se noie dans l'impasse politique, que le Japon lutte pour soutenir sa monnaie, que la Chine charge une arme financière qu'elle n'a peut-être jamais besoin de tirer, l'Europe offre discrètement la dernière chose que recherche le capital mondial, la confiance. Et dans le monde d'aujourd'hui, cela peut être plus précieux que le rendement. Les fondations de l'économie mondiale se déplacent sous nos pieds. Les obligations de la zone euro, en particulier celles de l'Allemagne, ne sont plus seulement des paris sûrs, mais des symboles de quelque chose que le dollar ne peut plus garantir, la stabilité. Depuis janvier, l'indice du dollar a chuté de 3,8% et il est désormais inférieur de plus de 8%. Et dans les salles de réunion de Sao Paulo à Abu Dhabi, les banques centrales recalibrent. Elles augmentent leurs réserves en euros et en yens, réduisant leur exposition au dollar. En mars, le FMI l'a confirmé, les réserves mondiales en dollars avaient plongé à 57,1% des avoirs alloués, leur plus bas niveau en près de 3 décennies. Puis sont venues les paroles de Max Kure, de HSBC, des mots qui ont résonné comme un avertissement, le dollar n'est plus le refuge automatique en période de crise. Il est désormais un amplificateur de volatilité. Pendant ce temps, la Chine n'attend pas. Tandis que la Chine construit silencieusement, sans relâche, une alternative à travers les SIPS, les règlements en yuan numérique et les accords bilatéraux sur l'énergie, Pékin façonne un système financier parallèle transaction par transaction. Le grand découplage n'est pas hypothétique, il se produit déjà. La Maison-Blanche a peut-être espéré que les renversements de tarifs d'avril passeraient inaperçus. Mais l'exemption d'Apple ne s'est pas simplement démarquée, elle a raconté une histoire plus profonde. Alors que des centaines d'entreprises américaines se précipitaient pour réaligner leur chaîne d'approvisionnement, Apple a agi avec une précision chirurgicale. Elle a obtenu des exonérations pour les modules d'affichage fabriqués en Chine et les composants de packaging de semi-conducteurs avancés, essentiels au lancement prochain de l'iPhone 17. En coulisses, le réalignement n'avait pas lieu, il était évité. Selon Bloomberg, plus de 60% de l'assemblage mondial d'Apple passe encore par la Chine. 95% de son emballage de silicium reste verrouillé à Jiangsu et Guangdong. La visite de Tim Cook à Pékin en février, ce n'était pas de la diplomatie, c'était une négociation. Des sources ont déclaré à Kek qu'il était venu armé de leviers, avertissant les décideurs américains, un découplage forcé pourrait coûter à Apple jusqu'à 21 milliards de dollars et mettre en péril son cycle de produits 2025. L'analyste Ming-Chi Kuo l'a dit clairement, la dépendance d'Apple à la technologie chinoise n'est pas seulement profonde, elle est enracinée dans son infrastructure. L'exemption n'était pas de la générosité, c'était une admission, certaines icônes américaines sont désormais trop entremêlées pour être débranchées. Si l'on enlève les slogans, une réalité plus sombre émerge, une réalité proche de chez nous.
Selon les données de la Réserve fédérale de mars, 37% des Américains ne peuvent pas couvrir une urgence de $400 sans emprunter ou liquider des actifs. Et lorsque les tarifs ont été augmentés sur les importations chinoises de 2018 à 2019, la Tax Foundation a estimé le coût annuel pour les consommateurs à $831. C'était avant la spirale inflationniste de 2024, avant que les salaires réels ne diminuent de 1,3% pendant que les prix à la consommation bondissaient de 3,7%. Ce double choc a anéanti les économies laissées par la pandémie. Et maintenant, si les tarifs complets reviennent, les prix des produits électroniques, des textiles, des pièces automobiles pourraient augmenter en moyenne de 12,4%. Les Américains réduisent déjà leurs dépenses. Le sondage de Bankrate 2025 indique que 61% des consommateurs ont réduit leurs dépenses discrétionnaires. Les guerres commerciales peuvent viser la Chine, mais c'est le portefeuille américain qui saigne en premier. Cette fois, il y a encore moins de marge de manœuvre. La cohérence a disparu. En seulement 6 semaines, l'administration a proposé de nouveaux tarifs sur les véhicules électriques chinois, annulé les taxes sur les composants industriels et puis, presque théâtralement, a critiqué Apple pour avoir fait exactement ce qu'on venait de lui permettre. Un mémo interne du département du commerce, vu par Reuters le 29 mars, a révélé des fractures internes. Un camp, dirigé par des responsables américains de haut niveau, pousse pour un découplage technologique agressif. L'autre, soutenu par les voix du Trésor et de la Fed, avertit que ce chemin pourrait ébranler les marchés déjà fragiles sous la pression fiscale et la brume géopolitique. Ce n'est pas une stratégie, c'est une réaction. C'est de l'improvisation déguisée en politique, et les marchés le voient. Les alliés le voient. L'économiste de Cornell, Ezar Prasad, ne l'a pas caché, les tarifs sont devenus des leviers réactifs, non pas partie d'une stratégie coordonnée. Lorsque la politique ressemble à un coup de fouet, la confiance disparaît, et les alliances aussi. Pendant ce temps, la politique avance. L'approbation de Trump.